Donc je reviens sur la leçon 107 de théorie des représentations à l'oral d'agrég externe. Et je vais parler des pièges classiques dans cette leçon. Alors, d'abord, il faut bien comprendre qu'une représentation, il y a un problème déjà de vocabulaire. Mais ça, c'est pas la faute des candidats, ça c'est déjà dans la théorie. Il y a un problème de vocabulaire où on a tendance à confondre la représentation qui est un morphisme du groupe G dans le groupe GLN de V, où V c'est un espace vectoriel, et la représentation V qui est un espace. Quand on va dire une sous-représentation, en fait on pense à un sous-espace, et non pas à un sous-morphisme, ça ne veut rien dire un sous-morphisme. Donc il faut faire attention. Bon, avec Jérôme Gémoni, dans le livre, on a essayé de distinguer la notion de représentation, ρ, et V, c'est ce qu'on a appelé un G-module. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose, ne pas confondre les deux. Alors, par contre, là, les gros problèmes, et là, sur lesquels je vais insister, c'est que les candidats, ils ont tendance à confondre caractère et représentation. Ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment deux choses différentes. Une représentation, ça va être finalement un ensemble de matrices, hein, d'accord, indexées par G. Et avec ces matrices qui vérifient des propriétés multiplicatives. Mais ces représentations, c'est ces matrices-là. Un caractère, ça va être une fonction de G dans C. Et en fait, ça va être un ensemble de complexes indexés par G, et plus un ensemble de matrices. Et c'est naïf de penser que caractère et représentation sont deux choses équivalentes, parce que ça, c'est beaucoup plus gros que ça. Alors, effectivement, à partir d'une représentation, on crée un caractère, puisqu'on prend la trace de ces matrices et on obtient un complexe pour chaque élément de G. Mais inversement, à partir d'un caractère, on ne construit pas une représentation. C'est déjà un miracle que le caractère voit si deux représentations sont isomorphes ou pas. Donc s'il arrive à voir des représentations à isomorphisme près, c'est déjà un théorème miraculeux. Mais faut pas croire qu'il va vous donner des représentations. Parce que faut bien voir que nos représentations, on les construit avec nos petites mains, hein, d'accord. Et ça c'est important à savoir. Alors pareil, donc ne pas confondre caractère et représentation. Souvent aussi on voit les candidats confondre caractère irréductible et fonction centrale de norme 1. C'est-à-dire on va leur dire montrer que ceci, par exemple on a un caractère qui, d'accord. Il faut montrer que qui bar, donc la fonction qui a G donne qui de G le tout bar, hein, tout bête, hein, comme c'est un complexe, on prend le complexe conjugué, est un caractère irréductible. Bah ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, on sait que qui fois qui c'est égal à 1, d'accord? Parce que le caractère est irréductible, donc ça c'est le critère d'irréductibilité des caractères. Et maintenant, on n'a qu'à mettre un bar des deux côtés, ça fait qui bar égale 1, et ça y est. Alors maintenant, bah oui, mais pour l'instant, ce truc-là, il est de norme 1. Je suis d'accord à la limite que c'est une fonction centrale. Hein. Une fonction centrale, c'est une fonction qui est invariante par conjugaison. Donc, puisque qui est invariant par conjugaison, qui bar, on comprend que c'est invariant par conjugaison. Mais pourquoi c'est un caractère, d'accord? Et c'est un caractère parce que qui bar, c'est le caractère, si qui c'est le caractère d'une représentation V, et ben c'est le caractère de la duale. Et du coup, là, ça en fait un caractère, ça implique que c'est irréductible. Donc, pour que la norme 1 dise irréductible, il faut déjà que ce soit un caractère. Le caractère, c'est quelque chose qu'on a associé à une représentation. S'il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de caractère. Voilà, bon, peau de banane typique. Hein. Toute la théorie se fait pour G fini et on est sur C. D'accord. Alors maintenant, elle peut se faire sur G fini et on est sur un corps algébriquement clos.
voilà, de caractéristique 0. Et G, qu'est-ce qui se passe si G n'est pas fini et si on n'est pas en caractéristique 0? Voilà ce qui se passe. Donc des contre-exemples où on voit qu'on n'a pas MASH. L'application de Z dans GL2 de C qui a K associe cette matrice, 1, 0, K1, eh bien, ça c'est bien un morphisme de groupe. Là, quand on ajoute ici, ben là on multiplie les matrices, c'est facile à voir. Et on voit qu'on a une sous-représentation, ou un sous-G-module si vous préférez le dire comme ça. C'est la droite engendrée par E1, mais qui n'a pas de supplémentaire stable, parce que ça voudrait dire que cette matrice est diagonalisable, ce qu'elle n'est pas en général. Pareil, si on a... Alors ça vient du fait que Z n'est pas fini. Mais maintenant, on va prendre Z sur 2Z, mais on va regarder Z sur 2Z, et on va regarder les matrices de GL2 de F2. Eh bien, il se trouve que quand on va associé à K bar 1 bar 0, K bar 1 bar, et bien ça, alors on peut le faire sur Z, d'accord, évidemment, c'est ce qu'on a fait là, mais ici ça passe au quotient, parce que quand vous allez faire ça au carré, comme vous êtes sur F2, ben ça va faire l'identité. Et comme ça fait l'identité, eh bien c'est que ça passe au quotient, et donc vous avez bien un morphisme de Z sur 2Z dans GL2 de F2. Et ce morphisme, de la même manière ici, ben vous avez une sous-représentation ici, engendrée par E1, et elle n'a pas malheureusement de supplémentaire stable, parce que ça voudrait dire que cette matrice est diagonalisable, et ça c'est pas possible. Voilà des petites choses. Maintenant, on va préciser un petit peu ça par des petits exercices typiques qu'on peut vous demander pour voir si vous faites bien la différence entre caractère et représentation. Je crois que le nœud des problèmes dans cette leçon, c'est là. Bien. Alors, ce qui manque souvent aux candidats quand ils attaquent une leçon sur la théorie des représentations, c'est une vision un peu concrète des choses, parce qu'ils connaissent, ils ont appris vite fait 2-3 théorèmes, mais ça reste un petit peu dans les limbes et puis même par là-haut, quoi. Hein. Donc, il n'y a rien de tel pour comprendre, pour engrammer tout ça, de mettre une vision matricielle sur toutes les premières définitions. Comme ça, tout ce qu'on comprend, on le comprend matriciellement. Et là, bon, je ne veux pas faire non plus une éloge aux matrices, mais là, c'est quand même nécessaire, hein, d'accord ? Donc, vision matricielle, c'est-à-dire qu'on va voir une représentation comme un morphisme de G, non pas dans GL de V, mais là, cette fois-ci, dans GLN de C, et donc l'espace de la représentation, ça va être CN. Alors, une représentation de G, ben, finalement, c'est juste des matrices A indice G pour tout G dans grand G, dans GLN de C, tel que AGH égale AG fois AH. Voilà, donc c'est ça qu'on demande et pas plus. Hein. Alors, comment voir matriciellement un morphisme de représentation? Alors, on va prendre un espace de représentation CN, un autre espace pour une autre représentation CM, et phi un morphisme entre CN et CM. Ça peut être une injection, par exemple, si on a une sous-représentation, une surjection, si on a une représentation quotient, hein, voilà, ou un mélange des deux. Voilà. Alors maintenant, on peut voir un morphisme de représentation comme une matrice M à petite m ligne et n colonnes, d'accord ? Tel que, alors attention, si j'appelle A indice G la représentation pour Cn et B indice G pour Cm, tel que B indice G M est égal à M, A indice G, quel que soit G évidemment, pour tout G dans grand G, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qui va commuter avec les représentations, donc vous voyez une vision matricielle des choses. Un automorphisme de représentation, alors là, ici c'était au pluriel, là c'est au singulier, c'est phi de Cn dans Cn, alors là on a la même représentation, hein, d'accord? Donc c'est AG et AG, donc du coup ça va être une matrice P, comme c'est un automorphisme de GLN de C, tel que P AG P-1 est égal à AG,
toujours, quel que soit G, d'accord? Ce qui veut dire que c'est une matrice P qui va commuter, d'accord, avec toutes les matrices AG. Entre parenthèses, hein, si ici on a une représentation irréductible sur C, on sait que ce commutant, c'est juste les homothéties. Hein, il va y avoir juste des homothéties de GLN qui vont fonctionner. On parle souvent que sur V, on veut une forme hermitienne, bon, bien sûr, mais G invariante. D'accord? Pourquoi? Ben, généralement, comme ça, quand on a une sous-représentation, eh ben, on a l'orthogonale qui est en somme directe avec la sous-représentation, et comme elle est G invariante, ça va bien être une sous-représentation. Eh bien, comment obtenir une forme? Qu'est-ce que ça veut dire une forme hermitienne? Ben, ça veut dire une matrice hermitienne, c'est la matrice de la forme dans la base canonique de Cn. Et cette matrice hermitienne, alors ce qu'on appelle hermitienne, entre parenthèses, c'est qu'elle est définie positive, hein, d'accord? Elle est hermitienne définie positive, telle que, et G invariante veut dire que A indice G étoile H A indice G égale H, d'accord? Donc c'est G invariant comme ceci. Une sous-représentation, qu'est-ce que ça veut dire une sous-représentation de Cn? Eh bien, ça veut dire simplement que dans une certaine base, avec une matrice de passage P de GLN, on écrit P AG P-1, et là, toutes les matrices pour tout G, d'accord, vont s'écrire par bloc, triangulaire par bloc, avec un 0 là, ici. Et notre sous-représentation, ça va être l'espace qui est là, c'est-à-dire, étant donné qu'on a fait un changement de base, d'accord, ça va être P, d'accord, l'image par P du sous-espace engendré par les 4 premiers éléments de la base canonique. D'accord? Voilà. Donc ça va être notre sous-espace pour la sous-représentation, et la sous-représentation va être donnée par ces matrices A'G. Je vous fais remarquer qu'ici, du coup, on a automatiquement un bloc diagonal, et ça, c'est la représentation quotient. Le théorème de Maschke, il dit que si on a une sous-représentation de Cn, alors on a une sous-représentation en somme directe avec cette sous-représentation-là. C'est-à-dire un sous-espace en somme directe qui est stable par G. Et donc ça va se voir comme ça va se dire comme ça. Donc on suppose qu'on a une sous-représentation, donc on a dans une nouvelle base qui, elle, est indépendante de G, hein, on a quel que soit G, P, AG, P-1, qui est sous cette forme de structure triangulaire par bloc, alors on peut trouver un Q, une matrice Q, telle que, quel que soit G, eh ben, c'est diagonale par bloc, avec les mêmes éléments-là. D'accord? Et bien sûr, il faut dire que c'est le même sous-espace dont on a pris là, ici et ici. Donc on a fait que changer ce sous-espace-là, mais on n'a pas changé celui-ci. C'est-à-dire que P, l'image par P du sous-espace engendré par les K premiers éléments de la base canonique, c'est la même chose que l'image par Q de ce même sous-espace. Voilà. Donc ça, c'était des petites visions matricielles. On va continuer sur les visions matricielles parce que c'est pas fini.